Elle n'était qu'une opératrice de surveillance parmi tant d'autres, invisible jusqu'au jour où un commandant l'humilia devant toute l'unité. Puis le chaos est tombé, tir, panique, décision prise en une fraction de seconde. Et elle a répondu avec la précision d'une combattante façonnée par l'extrême. Gestes calibrés, calcul silencieux, sang-froid, qui n'appartient pas aux civils. Les soldats se sont tus, les officiers ont pâli, et en un instant, tout a basculé. Cette femme n'était pas celle qu'on croyait. Ce qui suit dépasse ce que l'armée reconnaît publiquement. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant et ensemble, découvrons la vérité que certains voulaient garder classifiée. Sergent-chef Camille Morel avançait depuis 6 heures dans ces montagnes enveloppées d'un brouillard épais, traquant des mouvements ennemis pendant que l'équipe d'intervention, 1 kilomètre plus bas, se préparait pour l'assaut. À 29 ans, cheveux châtains foncés jusqu'aux épaules souvent cachés sous une casquette dactique et yeux noisettes qui ne laissaient rien passer, elle avait appris qu'être invisible était son plus grand atout. Les opérateurs ne savaient même pas qu'elle se trouvait là. Sa mission était une surveillance indépendante, en solitaire, dans un relief que peu de soldats osaient affronter. Puis la radio grésilla, la voix paniquée du chef d'équipe. Contact. Plusieurs tireurs ennemis sur la crête. Estimation, 2000 mètres ou plus. On ne les voit même pas. Camille sut aussitôt que sa mission de surveillance venait de basculer. Elle entendit le chef d'équipe murmurer, frustré à son second. À 2000 mètres, c'est au-delà de nos capacités. On a besoin d'un appui spécialisé, mais on n'a pas de temps. C'est à ce moment précis qu'elle sortit du banc de brouillard qui avait protégé sa position. Son fusil de précision calibre .338, l'Apua Magnum sur mesure, était accroché dans son dos. Elle descendit en direction des opérateurs pétrifiés. L'un d'eux commença à s'étonner de sa présence, mais Camille se saisit simplement de son arme, se coucha en position de tir et prononça 4 mots qui allaient changer le cours de l'opération. J'ai la distance. L'affaire avait commencé 72 heures plus tôt, quand le renseignement avait identifié un commandant ennemi de haut niveau en réunion avec des combattants étrangers dans un complexe isolé en montagne. L'équipe d'intervention avait pour mission de confirmer la présence de la cible, de faire de la reconnaissance et, si possible, d'exécuter un raid direct. Le travail de Camille était différent. Insérée seule par saut en haute altitude, elle devait fournir une surveillance avancée depuis des positions élevées, inaccessibles et trop risquées pour l'équipe au sol. Pendant 3 jours, elle avait été un fantôme dans ces montagnes. Elle observait les patrouilles ennemies, cartographiait leurs itinéraires, identifiait leurs postes défensifs. Elle survivait avec des rations froides et une eau comptée dormant dans des caches si bien dissimulées qu'elle restait indétectable. Sa présence était compartimentée. Seul le colonel commandant l'opération savait qu'un tireur d'élite opérait en solitaire dans la zone. Pour tout le monde, elle n'était qu'un atout classifié de renseignement. Mais maintenant, en sortant du brouillard qui avait dissimulé sa position montagneuse, elle allait se révéler aux 12 opérateurs arrêtés derrière des rochers, tandis que les impacts ennemis crépitaient autour d'eux. Le lieutenant Marc Delorme, chef de l'équipe, fixa la femme qui venait de surgir comme un esprit de haute montagne. « Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé ici ?» Camille réglait déjà son arme sur une assise rocheuse, ses gestes précis et économes. « Sergent-chef Camille Morel, élément de surveillance indépendante. Je suis ici depuis 3 jours. Je suis votre appui anti-sniper. Où sont les tireurs ennemis ? Appui anti-sniper, nous ne l'avons pas demandé. Lieutenant, vous avez des snipers ennemis à environ 2000 mètres. J'ai entendu votre transmission radio. Il vous faut quelqu'un qui peut tirer à cette distance. C'est mon métier. Alors, montrez-moi où ils sont. » Le second du lieutenant, maître principal Yann Cartier, pointa la crête nord, à peine visible à travers le brouillard qui se déplaçait. Crête nord, au-dessus de nous. On reçoit du tir précis, mais on n'arrive pas à localiser les positions exactes. Ça nous vient de bien au-delà de notre portée. Camille sortit son télémètre et balaya la crête nord. Combien de tireurs ? Au moins 3, peut-être plus. Ça fait une dizaine de minutes qu'ils tirent de façon sporadique. L'un de nos gars a reçu un impact dans son gilet, pas pénétrant, mais il a été bien sonné. Il se repositionne entre les tirs, difficile à dire. Le brouillard roule et des voiles par fenêtre, donc oui, on dirait qu'il tire, puis bouge. Camille posa son télémètre sur plusieurs points de la crête. 1950 meters, 2200 meters, 2100 meters. Le brouillard compliquait tout. Chaque rafale de vent réduisait la visibilité à de brèves ouvertures.
Lieutenant, vos hommes restent en couverture pour 15 minutes. Aucun mouvement, zéro riposte. Laissez-les croire qu'ils vous ont neutralisé et qu'ils peuvent se relâcher. Ils risquent de moins protéger leur exposition. Delorme l'observa. La vingtaine d'années, la trentaine tout au plus, athlétique sans être volumineuse. Calme d'une façon qui trahissait l'expérience. Le fusil qu'elle installait était clairement un montage haut de gamme, optique de précision. L'œuvre de quelqu'un qui prenait le tir longue distance très au sérieux. « Sergent, avec tout le respect, qui vous a autorisé ? Colonel Bernard Lemaire, poste de commandement, mission compartimentée. Vous n'étiez pas informé parce que je dois rester invisible, mais la situation a changé. Votre équipe reçoit du tir à très longue distance. Je suis votre meilleure option pour résoudre le problème. » Yann prit la parole. « Madame, sans vouloir vous offenser, ces snipers sont à 2000 mètres ou plus. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous pouvez les atteindre ?» Camille avait fini d'installer son dispositif et le regarda avec une certitude tranquille. « Maître, mon tir confirmé le plus long est à 2450 mètres. Je suis certifié pour l'interdiction à très longue portée. 2000 mètres, c'est dans mes capacités. Laissez-moi travailler. » Elle revint à son lunette, scanna la crête nord avec une méthode presque mécanique. Le brouillard était son ennemi. Chaque fois qu'il revenait, la visibilité tombait sous les 500 mètres. Mais dans les fenêtres d'air clair, elle repérait les configurations de terrain propices aux tireurs. Pendant 8 minutes, rien. L'équipe resta cachée, scrutant la tireuse qui venait d'apparaître. Certains doutaient, d'autres espéraient. Tous étaient perplexes face à cet incongru. Puis Camille vit le profil tant attendu. Une brève ouverture dans le brouillard laissa apparaître une silhouette sur la crête nord, dissimulée derrière des rochers, à environ 2500 mètres. « J'ai visuel sur un tireur », souffla-t-elle. « Crête nord, 2500 mètres, stand-by. » Elle détermine précisément la distance, 2500 mètres. Puis sortit sa station météo portative. Vent, 12 000 par heure venant du nord-ouest. Température, 11 degrés Celsius. Altitude, 2530 mètres, humidité 75%. Elle entra les données dans sa calculatrice balistique. Solution de tir trouvée, 41,8 minutes d'angle en élévation, 7,6 MOA de dérive éolienne. À cette distance, la balle mettrait environ 3,1 secondes pour atteindre la cible. Elle ajusta la lunette, s'installa parfaitement et prit la respiration de base avant de presser la détente. La détente céda, le recul fit son œuvre, mais Camille resta dans la lunette pour observer l'impact. 3 secondes, puis la silhouette s'effondra. Touché, rapporta-t-elle, calme, cible neutralisée à 2500 mètres. Les hommes observant aux jumelles et aux optiques restèrent hébétés. Ils venaient de voir une trajectoire que la plupart croyaient impossible. Delorme retrouva sa voix. « Confirmé. Tireur ennemi neutralisé. Putain, tu l'as touché à plus d'1 mile. » « C'est un, répondit Camille, réarmant. Je scanne pour les autres. » Le brouillard revint, mais elle savait lire les lignes de terrain et repérer les postes probables. 4 minutes plus tard, une nouvelle fenêtre dévoila un deuxième tireur, cette fois à 2120 mètres, un peu plus à l'ouest. Elle calcula, corrigea et tira de nouveau. Deuxième coup à terre. « De neutraliser, dit-elle en scrutant l'horizon. Yann la regardait désormais avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Sergent, ce sont les meilleurs tirs que j'ai jamais vus. »« À ces distances, c'est juste des chiffres, » répondit Camille. « Mesurez les variables, calculez correctement, exécutez les fondamentaux. La distance devient juste une donnée de plus. » Delorme prit la radio, Griffin 6 à QG, appui anti-sniper sur site, 2 ennemis neutralisés à longue distance, poursuite de la mission. L'équipe se remit en mouvement, avançant vers l'objectif. Le complexe où devait se trouver le commandant. Camille les accompagna en restant légèrement surélevés pour garder l'Overwatch. Lorsqu'ils atteignirent un point d'observation surplombant le complexe, situé à environ 1400 mètres, elle et le lieutenant scrutèrent les bâtiments. 15 à 20 combattants étaient visibles. Ils ne semblaient pas en alerte. Camille repéra 3 positions clés. Une tour de garde au nord-est, une mitrailleuse sur le toit principal et un poste de combat sur le mur ouest. « Pouvez-vous engager ces positions d'ici ?» demanda Delorme. Affirmatif, selon le point précis, entre 1400 et 1500 mètres, dans mes cordes. Mais une fois que je tire, ils sauront qu'on attaque. Delorme considéra la tactique. Si vous éliminez ces 3 points rapidement, tour, mitrailleuse, position ouest, mon équipe infiltrera pendant la confusion. Combien de temps vous faut-il pour engager les 3 ? 2 minutes pour préparer et calculer,
puis moins de 60 secondes pour les 3 tirs. Camille passa les 2 minutes suivantes à mesurer, calculer et préparer la séquence. Tour nord-est à 1437 mètres, poste mitrailleuse à 1485 mètres, position ouest à 1392 mètres. Tour d'abord, mitrailleuse ensuite, position ouest en dernier. Prête. À votre signal, Delorme donna la consigne. Elle tira 3 coups impeccables, l'un après l'autre. La tour, la mitrailleuse et la position ouest furent neutralisées. Tour Clart, mitraillette neutralisée, position occidentale perturbée, annonça-t-elle. Griffin 6, move, move, move! L'équipe fonça vers le mur du complexe. Camille resta en overwatch, abattant au passage un combattant sur le toit qui avait levé son arme, puis un autre qui tentait de reprendre la mitrailleuse. Elle couvrit la progression, élimina un tireur équipé d'un lance-roquettes prêt à tirer, range estimée 1630 mètres, avant qu'il n'ait pu engager. Pendant 15 minutes, elle assura la frappe de précision pendant que l'équipe procédait à la neutralisation chambre par chambre. Au final, 11 ennemis furent éliminés par son tir sur des distances allant de 1400 à 1700 mètres. L'équipe revint indemne. Le lieutenant Delorme la remercia en personne à l'extraction. « Sergent Morel, vos tirs ont évité des pertes dans mon équipe. Juste mon travail, répondit-elle avec simplicité. Les questions fusèrent. Où avait-elle été formée? Cursus tireur d'élite des opérations spéciales, puis formation avancée sur longue portée dans un centre dont je ne peux parler, déclara-t-elle. 4 ans de travail sur l'interdiction extrême. Yann acquiesça. J'ai vu beaucoup de tireurs dans ma carrière. Ce que vous avez fait, c'est inouï. Le colonel Bernard Lemaire, qui l'avait autorisé, confirma son rapport. 11 neutralisations confirmées, plaçant Camille dans une lumière qu'elle préférait éviter. Sa préférence? Rester dans l'ombre, laisser planer le mystère. Une nuisance tactique, mieux vaut que l'ennemi sous-estime ce qu'il affronte. La nouvelle de ses actions circula vite malgré elle. Des équipes qui l'avaient croisée la décrivirent comme la brume. Elle apparaissait, frappait, disparaissait sans laisser de traces. Le surnom la fit sourire. Il collait à sa manière d'opérer. 3 semaines après cette première mission, le colonel Lemaire convoqua Camille pour une brève entrevue. « Sergent-chef, dit-il sans préliminaire, un objectif prioritaire a été localisé. C'est l'homme derrière une série d'attaques qui nous a coûté cher ces 6 derniers mois. Il se déplacera demain à midi dans une cour de compound. La situation est délicate. Frappe aérienne impossible, infiltration trop risquée. Il y a un poste surélevé à environ 2800 mètres de la cible. Vous êtes notre meilleure option, mais c'est borderline. » Camille étudia les images et les modèles topographiques. 2800 mètres, pensa-t-elle, c'était au-delà de la plupart des limites opérationnelles. Elle prit une longue inspiration. Colonel, avec des conditions parfaites, une préparation exhaustive et un peu de chance, c'est envisageable, mais je ne promets pas un coup sûr si les éléments se détraquent. Il hocha la tête. Vous êtes autorisé. Insérez-vous demain tôt, préparez votre position, attendez son apparition. Vous êtes notre unique tentative viable. L'aube suivante, elle fut déposée par hélicoptère sur une crête à 2770 mètres d'altitude. Le décollage avait été bref, la zone dangereuse, on l'avait abandonnée sur place avec son équipement, seule au milieu des roches et d'une brume qui fouettait son visage. Elle avait environ 6 heures pour établir sa plateforme de tir. Camille installa son matériel avec une minutie presque rituelle. Appui, sac de sable façonné pour la stabilité, mesure des distances à plusieurs points, relevé météorologique à différentes distances pour estimer les rafales le long du trajet balistique. À ses portées, chaque segment d'air pouvait jouer contre elle. Gradient de température, vents locaux formés par la topographie, densité de l'air moins importante à cette altitude, autant de paramètres qui pouvaient dévier la trajectoire de la balle de plusieurs pieds. Pendant 2 heures, elle observa la vallée à intervalles réguliers, notant la vitesse du vent à 500 mètres, à 1000 mètres, et au-delà, estimant la consistance du flux. Elle calcula des scénarios alternatifs au cas où la cible se déplacerait d'un pas. Son carnet se couvrit de chiffres, de marques, de solutions de rechange. Ce travail n'était pas de l'anxiété, c'était du contrôle. Laisser une variable non mesurée, c'était s'exposer à l'échec. Aux environs de midi, les silhouettes commencèrent à se former dans la cour du compound. Par sa lunette, la scène ressemblait à un tableau miniature, des points de couleur, des mouvements presque microscopiques. À 12h02 exactement, la cible apparut, identifiable malgré la distance, grâce aux photos renseignées. La posture, la façon dont les gardes se détournaient à son passage. Camille sentit la concentration monter.
Elle vérifia encore une fois la distance, 2795 mètres. Son calculatrice balistique afficha des corrections énormes. Plus de 70 minutes d'angle d'élévation, une dérive importante à compenser, des estimations de temps de vol proches de 4,3 secondes. À ces vitesses, une rafale inattendue pouvait emporter la trajectoire sur plus de 3 mètres à l'impact. Elle revint sur ses mesures. Altimètre, température, pression, observation thermique sur le chemin de vol envisagé. Rien ne laissait présager un changement brutal. Elle s'accorda un moment pour calmer son rythme cardiaque, trouver la pause respiratoire exacte, sentir la détente sous son doigt. Tout se réduisit à une mécanique bien rodée, mesurée, compensée, exécutée. Le coup partit, 4 secondes qui semblèrent durer une éternité tant l'attention était concentrée sur un point minuscule. Par sa lunette, elle suivit la petite trace invisible de la munition jusqu'à l'instant où la silhouette centrale s'effondra. Le soulagement fut discret, immédiat. Toucher le canon-sattel dans sa radio, confirmé 2795 mètres. Le silence radio qui suivit fut presque religieux. La gravité de l'événement n'avait pas besoin de mots. Puis la voix du colonel, muette d'abord, craqua enfin. « Sergent-chef Morel, vous dites 2795 mètres ?» Affirmatif, colonel, mesure confirmée. Laser, télémètre, répétition, 2795 meters. On entendit une exclamation étouffée dans la ligne, et ensuite, la convocation qui ne se discute pas. Extraction immédiate. Quand elle retourna à la base, le défilé fut disproportionné à ce qu'elle ressentait. Un 2 étoiles avait fait le déplacement, le major général. Patricia Leblanc était là, appuyée sur sa canne, regardant la femme qui avait, en un tir, forcé la révision des limites acceptées. « Sergent-chef Morel, nous avons vérifié. Les données sont nettes. Vous venez d'exécuter ce que beaucoup croyaient impossible. » Camille répondit avec sa sobriété habituelle, « On se prépare, on mesure, on n'improvise pas. » La réaction institutionnelle ne se fit pas attendre, promotion, décoration, une médaille pour acte de bravoure accompagnée d'une mutation vers une unité spécialisée dédiée à l'interdiction à très longue portée. Le général Leblanc parla d'un tournant doctrinal. Comment intégrer ses capacités dans des opérations futures? Quelles limites redéfinir? Comment partager ses techniques sans diluer la discipline nécessaire? Camille resta pragmatique. Elle accepta la promotion mais conserva son style. Discret, professionnel, sans ostentation. Ce n'était pas la renommée qui la motivait, c'était l'impact concret sur les vies, sur le terrain. Pour elle, chaque tir réussi signifiait une équipe qui rentre chez elle. Durant les jours qui suivirent, des équipes vinrent l'interroger pour comprendre ses méthodes. Certains voulaient des détails techniques, d'autres cherchaient des conseils tactiques. Elle donna ce qu'elle pouvait, principe, entraînement, la nécessité d'une observation patiente et d'une discipline mathématique. Elle refusa de révéler certains lieux d'entraînement et la nature exacte de certains instruments. Le secret opérationnel restait sacré. Malgré cela, sa réputation s'envola. Les récits de ses interventions circulèrent dans les mess halls et sur les bases avancées. La brume devint une légende vécue, un mythe moderne que l'on récitait pour inspirer ou pour provoquer l'envie de se dépasser. Les jeunes tireurs observaient ses photos d'équipement, écoutaient ses conseils et s'inscrivaient à des formations qu'ils n'auraient pas envisagées auparavant. On lui proposa de diriger un cycle d'instruction destiné à former une nouvelle génération de tireurs capables de repousser les frontières du tir de précision. Camille accepta à une condition. Elle voulait que la formation conserve l'exigence et la rigueur qu'elle considérait essentielles. Pas de recettes miracles, pas d'astuces marketées. Elle mit en place un cursus. Mathématiques de la trajectoire, lecture des vents à différentes distances, travail sur la pause respiratoire et l'autodiscipline mentale, exercice d'observation sur le terrain et bien sûr des centaines d'heures à peaufiner la mécanique du tir. Les stagiaires peinaient, souvent dépassés. Certains abandonnaient, d'autres revenaient transformés. Pour Camille, enseigner était un autre moyen d'exercer son art. Transmettre la façon de penser, le sens du détail, la patience. Pendant ce temps, l'unité spécialisée, où elle fut affectée, réalisa des missions ponctuelles pour valider les techniques développées. Les doctrines évoluaient lentement. La hiérarchie préférait les preuves tangibles. Avec elle, l'unité réussit plusieurs interventions délicates, réduisant les risques pour les équipes engagées. Les rapports opérationnels changeaient de ton. On abordait désormais l'éventualité de tirs à des distances que l'on n'osait autrefois considérer. Dans les coulisses, des questions stratégiques surgirent.
Jusqu'où il était éthiquement responsable d'employer ces outils? Comment contrôler la dissémination des savoirs? Camille trouva ces débats nécessaires, mais encore une fois, resta focalisée sur l'essentiel. Réduire la menace pour les soldats au sol. Un mois après son retour, elle reçut une invitation de l'équipe qu'elle avait soutenue lors de sa première mission. Le lieutenant Delorme et ses hommes l'attendaient au mess. Ils avaient préparé un moment sobre mais sincère. Remerciements, quelques anecdotes, des poignées de main qui se prolongent et un dossier où Delorme avait commencé une proposition de citation pour sa conduite exemplaire. « Sergent-chef, dit-il en se levant, vous êtes apparu quand tout allait mal, vous avez changé l'issue de la mission et vous avez sauvé des vies. On ne l'oubliera pas. » Yann, qui avait observé ses tirs au plus près, ajouta « Vous avez mis la barre si haut que nous devrons bosser des années pour espérer vous approcher. Mais merci. » Camille hocha la tête, mesurée. Elle savait que la gratitude avait un poids différent selon ceux qui la portent. Pour elle, le plus important n'était pas la reconnaissance mais la certitude que des équipes étaient rentrées chez elle grâce à une exécution précise et calme. Ils parlèrent tard dans la nuit, partageant des cafés et des récits techniques, des conseils tactiques et des silences entendus. Le lien était né sur le terrain. Il resterait dans la mémoire des hommes comme une preuve que, parfois, une compétence bien maîtrisée faisait toute la différence. Quand Camille quitta la base quelques jours plus tard, elle le fit comme elle était arrivée, discrètement, sans cérémonial. Son départ passa presque inaperçu, à part pour les quelques opérateurs qui savaient ce qu'elle avait accompli. Elle rejoignit son nouveau poste dans une unité de recherche tactique sur le tir de précision extrême, installée dans une région montagneuse où les conditions rappelaient les reliefs de ses missions. Là, elle retrouva un environnement familier, l'altitude, le silence et cette sensation de ne dépendre que d'elle-même. Le centre avait été conçu pour repousser les limites du tir humain, un laboratoire à ciel ouvert où mathématiciens, ingénieurs et tireurs d'élite collaboraient. Camille découvrit des instruments de mesure plus sophistiqués que tout ce qu'elle avait connu. Stations météo de microcapteurs alignés sur plusieurs kilomètres, simulateurs de densité atmosphérique, drones balistiques capables de suivre la trajectoire réelle d'un projectile. Pourtant, malgré la technologie, elle insistait toujours sur l'essentiel. La machine calcule, mais c'est l'humain qui décide. La différence entre un tir réussi et un tir raté, c'est la discipline intérieure. Sa routine se réinstalla vite. Lever avant l'aube, étirement, contrôle de respiration, puis travail sur des cibles à des distances toujours plus grandes. Elle passait des heures à observer les mirages de chaleur sur la ligne d'horizon, à deviner les variations de vent en lisant le mouvement des herbes et des poussières. Parfois, elle enseignait. Parfois, elle testait de nouvelles munitions. Mais la solitude lui manquait. Pas celle de l'isolement total, mais celle du terrain. Cette tension nerveuse de la mission réelle. Cette sensation de danger qui aiguise tout. On lui assigna quelques missions ponctuelles pour maintenir ses réflexes, souvent en appui lointain de forces spéciales ou d'équipes de reconnaissance. Chaque fois, elle retrouvait cette précision froide et cette adrénaline silencieuse qui faisait d'elle ce qu'elle était. Au fil des mois, la légende grandit. Dans les messes de campagne, on racontait la brume, avec un mélange de respect et de fascination. Certains disaient qu'elle pouvait frapper un homme avant même qu'il entende le son du tir. D'autres affirmaient qu'elle était un mythe inventé pour effrayer les insurgés. Les soldats en parlaient à voix basse, comme d'un fantôme qu'on invoque mais qu'on ne voit jamais. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. L'idée qu'on doute de son existence la servait mieux que n'importe quelle médaille, car tant que l'ennemi ne savait pas où, quand, ni même si elle était là, elle restait une arme invisible. Mais derrière la froideur de la légende, il y avait la femme, la fatigue accumulée, les nuits sans sommeil, les souvenirs qu'elle ne partageait avec personne. Dans le silence des montagnes, entre deux entraînements, elle repensait parfois au visage qu'elle avait vu à travers sa lunette. Pas les ennemis, mais ceux qu'elle avait protégés, les opérateurs au sol, les coéquipiers inconnus qui ignoraient qu'une balle invisible avait sauvé leur vie. Elle se rappelait la peur des premières missions, la solitude glaciale des nuits en altitude et cette obsession du calcul parfait, comme un rituel pour conjurer la mort. Certains soirs, elle écrivait dans un carnet, pas des rapports, pas des chiffres, mais des phrases brèves, presque poétiques, sur le vent, la lumière, la patience. Un exutoire discret pour une existence vouée à la précision. Un matin, alors qu'elle travaillait sur un tir d'essai à plus de 3 km, un véhicule blindé arriva sur le terrain d'entraînement. À son bord,
Un officier portait l'insigne d'un commandement spécial. « Sergent-major Morel, le colonel veut vous voir immédiatement. » Son cœur fit un bond. Le colonel Lemaire? Non, celui-là était à des centaines de kilomètres. Mais elle comprit, quelque chose d'inhabituel se préparait. Lorsqu'elle entra dans le poste de commandement mobile, un homme qu'elle ne connaissait pas l'attendait. Colonel Dorian Roussel, directeur d'opération pour un programme classifié. Il posa sur la table une carte numérique où s'affichait une région montagneuse étrangère, hostile. « Sergent-major Morel, nous avons besoin de vous pour une mission à haut risque. C'est une extraction prioritaire. Une équipe de reconnaissance a été piégée dans un col. 3 blessés, 1 mort. Ils sont encerclés par une force supérieure en nombre, impossible à atteindre par voie terrestre. Vous serez inséré seul, avec une fenêtre de tir limitée pour neutraliser les positions ennemies qui bloquent l'extraction. » Camille observa la carte. Des crêtes abruptes, des vents changeants, un terrain à découvert. « Distance estimée ?» demanda-t-elle. « Environ 2400 mètres jusqu'au point de tir. Les conditions sont extrêmes, mais c'est votre domaine. » Elle hocha la tête. « Quand est-ce que je pars ? » ?»« Dans 3 heures. » Le vol fut silencieux, tendu. À travers la vitre du hélicoptère, elle observait le relief défiler. Les crêtes ressemblaient à celles où elle avait passé tant de nuits, sauf qu'ici, le feu ennemi était constant. L'hélicoptère fit un vol stationnaire juste assez long pour qu'elle saute avec son matériel. Dès qu'elle toucha le sol, le bruit des rotors s'évanouit et le silence oppressant de la montagne reprit ses droits. Elle installa son fusil, sortit son télémètre, ajusta son angle. Les transmissions radio confirmaient que l'équipe encerclée tenait bon, mais la situation se dégradait. Des tirs précis venaient d'un versant opposé, probablement 3 ou 4 tireurs ennemis. Camille se cala contre la roche, cherchant un axe visuel à travers les vents tourbillonnants. Le premier tir ennemi siffla non loin, puis un autre. Elle inspira profondément, régla sa lunette, calcula les corrections. 2 minutes plus tard, elle identifia un mouvement sur une crête à plus de 2300 mètres. La lueur d'une lunette, un éclat de métal, elle fit feu. 3 secondes après, la menace disparut. Elle continua méthodique, chaque coup précis, chaque respiration contrôlée. En moins de 10 minutes, les tirs ennemis cessèrent. La radio grésilla, Overwatch, ici Griffin 6, tir ennemi neutralisé, extraction en cours, on vous doit une belle. Elle esquissa un sourire invisible derrière sa lunette. Mission accomplie. De retour à la base, elle rangea son équipement sans un mot. Pour elle, ces missions n'étaient pas des exploits, mais des équations à résoudre. La gloire ne l'intéressait pas. Pourtant, dans les couloirs, les récits circulaient déjà. Certains parlaient d'un tir dans une tempête, d'autres d'une femme qui avait arrêté une offensive entière depuis un rocher perdu. Elle ne corrigea personne, le mythe servait mieux la cause que la vérité. Mais au fond, elle savait. Ces histoires prenaient une ampleur qui la dépassait. Elle n'était pas une légende, juste une tireuse qui faisait son travail avec rigueur, silence et conviction. Les mois passèrent et la brume devint plus qu'un surnom. C'était un symbole dans les rapports militaires, une balise dans les conversations d'état-major. Lorsqu'une situation semblait perdue, lorsqu'un objectif paraissait hors de portée, certains officiers lançaient simplement « Et si on appelait la brume ?» Pour Camille, cette notoriété invisible avait un goût amer. Elle ne voulait pas être un nom qu'on invoque, encore moins une légende. Elle voulait juste que son travail reste utile. Mais le monde militaire n'oublie pas les miracles, et un tir à 2795 mètres restait un miracle. Un soir, dans le centre d'entraînement des hautes altitudes, elle reçut la visite du général Leblanc, celle qu'il avait décorée quelques mois plus tôt. La pièce était sobre, éclairée par une seule lampe au-dessus de la table. Le général posa un dossier devant elle. « Sergent-major Morel, ceci n'est pas une mission ordinaire, c'est une formation spéciale. Vous allez diriger un programme expérimental nommé Horizon. Il s'agit de développer une nouvelle génération de tireurs d'élite capables d'opérer au-delà des 2500 mètres, dans n'importe quelles conditions. Vous choisirez vos recrues, vos méthodes et vos terrains. Le projet dépend directement de moi. » Camille resta silencieuse quelques secondes, les doigts posés sur le dossier. Puis elle leva les yeux. « Je suppose que l'échec n'est pas une option. » Le général esquissa un sourire. « Non, pas quand c'est vous qui dirigez. » Ainsi naquit le projet Horizon, une section isolée perdue dans les montagnes, composée de 10 stagiaires de triés sur le volet. Certains étaient jeunes, impatients, d'autres plus âgés, marqués par la guerre. Tous avaient une chose en commun. Ils pensaient être déjà bons. Camille leur prouva le contraire dès la première semaine. Elle les fit tirer dans des conditions extrêmes, sous le vent, la pluie, la neige.
Elle détruisit leur confiance pour la reconstruire pierre par pierre. « Vous n'êtes pas ici pour apprendre à tirer, leur disait-elle. Vous êtes ici pour apprendre à attendre, à observer, à comprendre le monde entre vous et la cible. » Elle leur enseignait que la balle n'était qu'un messager, que la vraie compétence résidait dans la lecture du vent, la gestion du stress, la capacité à devenir invisible dans le chaos. Les premières semaines furent dures. 2 stagiaires abandonnèrent, les autres s'accrochèrent, fascinés par cette femme calme et exigeante, capable de repérer une variation de vent à 50 mètres simplement en observant une feuille trembler. Peu à peu, ils comprirent que le tir extrême n'était pas une question de force, mais d'harmonie, entre la respiration, la mécanique et le calcul. Camille créa des scénarios inspirés de ses anciennes missions. Observation prolongée sans sommeil, tir chronométré après plusieurs heures d'immobilité, engagement sous brouillard total. Elle leur apprit à maîtriser le silence, à ne pas confondre patience et inertie. Un jour, alors qu'un élève s'impatientait, elle posa doucement sa main sur son épaule. Le tir parfait ne vient jamais quand on le cherche. Il vient quand on est prêt à l'attendre. Au fil du temps, les résultats du programme dépassèrent les attentes. Les stagiaires commencèrent à réussir des tirs qu'aucune école classique n'aurait jugé possible. Le rapport de Camille pour l'état-major mentionna un terme que peu comprirent, la conscience du projectile. Pour elle, c'était la clé, visualiser chaque mètre de la trajectoire, comprendre ce que la balle traverse, ce qu'elle subit, ce qu'elle devient. Elle disait souvent, le vent, la distance, la gravité ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires qu'il faut apprivoiser. Mais au-delà des résultats, une autre transformation s'opéra. Le programme Horizon donna naissance à une philosophie nouvelle dans le monde des tireurs d'élite. On cessa de parler de tir impossible. On parle désormais de tir non encore réalisé. La nuance semblait minime, mais elle changea tout. Les instructeurs des forces spéciales adoptèrent certaines de ces méthodes, les manuels furent révisés et un vent nouveau souffla sur la doctrine du tir longue distance. Dans les bases, on entendait des phrases comme « Si la brume peut le faire, on peut le faire aussi ». Un matin, alors qu'elle observait le lever du soleil depuis un promontoire, Camille reçut un appel crypté. La voix était grave, distante. « Sergent-major Morel, ici le commandement central. Votre présence est requise. Situation critique. » 1 heure plus tard, elle se trouvait dans une salle de briefing, entourée de colonels et d'experts renseignements. Sur l'écran, un complexe militaire isolé, perché dans un désert rocailleux. Une cellule terroriste a pris le contrôle d'un ancien poste radar. Ils détiennent des otages et menacent de déclencher une frappe chimique. Impossible d'approcher sans perte massive. Nous avons un angle d'engagement, mais la distance est extrême. 3 kilomètres pile. Camille sentit une tension familière se réveiller. 3 kilomètres, c'était au-delà même de son record. « J'assume la mission », se dit-elle simplement. Elle fut déployée la nuit suivante, transportée par avion, puis par hélicoptère, puis à pied les derniers kilomètres. L'air était sec, coupant, chargé de sable. Le vent soufflait en rafales irrégulières, une horreur pour tout tireur, mais un défi qu'elle accueillit presque avec respect. Elle passa 4 heures à étudier les flux d'air, à calibrer son matériel, à noter les températures entre les couches d'air. À travers sa lunette, le complexe ressemblait à une miniature au fond d'un cratère, éclairé par quelques feux de camp. Son cœur battait lentement, presque en harmonie avec la brise. Quand la cible apparut, un homme grand, escorté par 2 gardes, le monde sembla se figer. Tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait enseigné, tout ce qu'elle était, convergeait vers cet instant. Elle calcula, ajusta, attendit, le vent tomba une fraction de seconde. Elle tira, 4 secondes de vol. Silence. Puis à travers la lunette, elle vit la silhouette s'effondrer. Les autres courirent dans la panique. La menace venait de disparaître avant même d'avoir commencé. L'extraction se fit sans heurts. De retour à la base, le général Leblanc l'attendait. 3 kilomètres, sergent-major, 3 kilomètres exacts. Vous venez de repousser une fois de plus ce que tout le monde croyait impossible. Camille resta immobile, fatiguée, les yeux encore pleins de désert. Ce n'était pas un record, madame, c'était juste nécessaire. Et pour elle, c'était vrai. Ce n'était plus une question de performance, mais de sens. Chaque tir devait avoir une raison, une vie à protéger, un équilibre à restaurer. Les semaines suivantes, elle refusa toute interview, tout reportage, toute apparition. Elle resta fidèle à sa nature, la femme invisible derrière la lunette, la brume que personne ne voit venir mais dont tout le monde ressent la présence.
Pourtant, son nom commença à apparaître discrètement dans les documents de formation, dans les manuels de tir, dans les simulations balistiques, non pas comme une célébrité, mais comme une référence technique. Un symbole de ce que la patience, la rigueur et la volonté peuvent accomplir lorsqu'elles se rencontrent dans un même souffle. Les années qui suivirent virent la portée de son travail s'étendre bien au-delà des missions qu'elle menait sur le terrain. Le projet Horizon devint une référence internationale. Des délégations étrangères vinrent observer, des revues techniques publièrent des études inspirées par ces méthodes et des écoles de tir intégrèrent progressivement ces exercices dans leur cursus. Camille Morel, que certains continuaient d'appeler la brume en plaisantant, restait cependant fidèle à ses principes. Pas de glorification publique, pas de récits héroïques à sensation, seulement des manuels techniques, des sessions d'entraînement exigeantes et des opérateurs mieux préparés pour aller au front sans s'exposer inutilement. Paradoxalement, ce qui la rendait si précieuse, sa discrétion, alimentait aussi le mythe. Plus on cherchait à la définir, plus elle restait insaisissable. Cela ne la dérangeait pas. La vraie récompense pour elle était de savoir que des équipes rentraient chez elle grâce aux décisions prises à partir d'un relevé météorologique d'un angle corrigé ou d'une attente patiente de la pause respiratoire parfaite. Malgré tout, la solitude avait un prix. Les nuits où le vent se calmait, elle repassait souvent mentalement les visages qu'elle avait vus derrière la lunette, non pas pour s'attarder sur la violence du geste, mais pour mesurer le sens de ce qu'elle accomplissait. Elle songeait aux familles des soldats qui, ce soir-là, pouvaient dîner à une table différente parce qu'un coup calculé avait abattu une menace. Elle méditait sur la fragilité du monde et sur la part de responsabilité qui pèse sur celui qui tire. Chaque décision emporte une vie, chaque calcul une conséquence. Ces réflexions ne la rendaient pas moins froide à l'approche d'un tir nécessaire. Elles la rendaient plus consciente, attentive à ne jamais confondre efficacité et envie de performance. Lorsqu'on l'interrogeait sur la portée morale de son travail, elle répondait simplement « Il y a des moments où la précision sauve des vies. Ma règle est de ne jamais perdre de vue pourquoi je fais ce que je fais. » Avec le temps, son rôle changea encore. Outre l'enseignement, elle fut consultante pour la conception d'équipements de précision et participa à l'élaboration de munitions optimisées pour les très longues distances. Elle contribua à la mise au point d'un réseau de capteurs météo autonomes destinés à fournir des relevés en temps réel le long de trajectoires balistiques, réduisant l'incertitude sur des tirs autrefois qualifiés d'imprévisibles. Les ingénieurs apprenaient d'elle à regarder la trajectoire comme une série d'espaces vivants. Les mathématiciens à ajouter à leur modèle des variables qualitatives que seuls des tireurs expérimentés savent percevoir. Cette collaboration entre praticiens et théoriciens transforma peu à peu la pratique. Le tir extrême cessa d'être l'apanage d'exploits isolés et devint une discipline plus accessible, encadrée, mais toujours exigeante. Pourtant, l'apogée de sa carrière ne laissa jamais Camille à l'abri du doute. Les missions se succédaient, les risques restaient présents, et parfois les nuits étaient longues. Un soir d'automne, alors qu'elle se préparait à conduire un nouveau stage, elle se retrouva face à une ancienne stagiaire, aujourd'hui instructrice dans une autre unité, qui lui avoua « Je voulais faire ce métier pour prouver quelque chose à moi-même. Puis, en vous regardant, j'ai compris que la vraie victoire était ailleurs. Apprendre à attendre, à mesurer, à respecter la vie derrière chaque tir. » Ces mots la touchaient plus qu'une médaille. Il lui rappelait que son œuvre ne se mesurait pas seulement en records ou en statistiques, mais en humanité transmise à d'autres. Un épisode resta gravé dans sa mémoire comme l'illustration parfaite de ce qu'elle avait cherché à bâtir. Une petite équipe médicale avait été prise au piège derrière une colline sur une route humanitaire. Des civils étaient menacés, les négociations piétinaient. L'option d'un assaut était trop risquée. On fit appel à elle pour neutraliser une position de tir qui empêchait toute action de sauvetage. Elle passa plus de 6 heures à observer, à attendre la brèche dans le vent, à vérifier ses calculs et à coordonner silencieusement l'horloge de l'extraction. Dans un ordre succinct, transmis par radio, elle fit feu une seule fois, un tir mesuré, ni spectaculaire ni prolongé, et la menace s'effondra. L'équipe de secours put évacuer femmes et enfants sans échange de tirs. Le souvenir de ces visages apeurés puis soulagés resta pour elle l'image la plus forte. La preuve que la précision pouvait être un instrument de protection et non seulement un acte de guerre. Elle conserva cette histoire comme une boussole morale. À mesure que les années passaient,
D'autres s'approprièrent son héritage et l'adaptèrent. Des doctrines nouvelles virent le jour, certaines inspirées directement de sa méthode, d'autres détournées pour des usages controversés. Camille suivit ces évolutions avec vigilance. Elle participait aux débats éthiques, estimant que former des tireurs d'élite exigeait aussi de les éduquer sur la portée politique et humaine de leur emploi. Elle refusa net que ces enseignements soient utilisés pour des opérations qui ne visaient pas à protéger des vies, mais à créer un avantage stratégique sans discernement. Son credo restait simple et sévère. La compétence sans conscience est dangereuse. Elle s'efforça de maintenir cette ligne, intervenant auprès des états-majors, écrivant des notes, insistant pour que l'entraînement intègre des modules de déontologie opérationnelle. Enfin vint un dernier tournant plus intime. Après une carrière dense, marquée par des exploits qui avaient redéfini les possibles, elle prit la décision de ralentir. Pas de retraite complète, elle continua d'enseigner et de conseiller, mais moins d'armées, plus d'écoles, moins d'opérations, plus de transmissions. Elle souhaitait laisser la place à ceux qu'elle avait formés tout en restant disponible pour les dossiers qui nécessitaient vraiment son expertise. Lors de son dernier grand cours public, face à une promotion d'élèves aux yeux brillants, elle prit la parole et dit « Vous apprendrez des équations, des tables, des vents et des angles. Vous apprendrez la technique. Mais si vous repartez d'ici avec une seule chose, que ce soit ceci, respectez la vie que vos compétences peuvent toucher. Tirez quand il le faut, pas parce que vous le pouvez. » Les jeunes écoutèrent, muets, et l'applaudirent longuement. Ce n'était pas la reconnaissance qui la touchait le plus, mais la certitude que son message perdurerait. Au crépuscule de sa carrière active sur le terrain, on la vit parfois sur un promontoire, lunettes posées, observant l'horizon en silence. Pas par nostalgie seulement, mais parce que le paysage continuait de lui parler. Il lui rappelait la teneur du métier, patience, humilité et exactitude. On la retrouvait aussi dans des salles d'archives, ses notes désormais classées, ses carnets numérisés pour servir de référence. Les jeunes officiers venaient y puiser des fragments de savoir, non pour imiter la légende, mais pour comprendre la rigueur qui la sous-tendait. Et puis, un soir, lors d'une cérémonie discrète mais émouvante, une plaque fut dévoilée dans le centre d'entraînement, non pour célébrer un exploit individuel, mais pour rappeler une valeur à ceux qui protègent avec précision et conscience. Son nom figurait dans la liste parmi d'autres, comme une pierre posée sur un sentier. Camille Morel resta ce qu'elle avait toujours été, un instrument au service d'une finalité plus grande que la célébrité. Elle accepta l'hommage avec la même retenue qu'elle mettait à exécuter un tir crucial. Et quand, parfois, quelqu'un racontait l'histoire de la brume autour d'un feu de camp, il ne parlait plus seulement d'un tir incroyable, à 2795 mètres, ni d'un record ou d'une statistique incroyable. On parlait de patience, de calcul, d'éthique et de l'art discret de protéger la vie d'autrui depuis l'ombre. On parlait d'une femme qui avait transformé l'impossible en méthode et qui, ce faisant, avait donné à beaucoup d'autres la capacité de le faire à leur tour. Merci d'avoir suivi cette histoire. Chaque femme a une histoire qui mérite d'être racontée. Rejoignez-nous pour en entendre d'autres.